On démarre tout de suite ce Lex Inside, on va parler conformité et droit social dans le secteur industriel avec mon invitée Clémentine de Guillebon, associée chez Morgan Lewis. Clémentine, bonjour. Bonjour. Nous allons décrypter ensemble les enjeux de conformité pour les employeurs du secteur industriel. Pour commencer, selon vous, quels sont les principaux défis de conformité auxquels sont confrontés les employeurs du secteur industriel ? Oui, bien sûr. Alors, à mon sens, l'un des principaux enjeux dans le secteur industriel, c'est pour les employeurs de maîtriser à la fois les coûts, mais également l'impact organisationnel des réformes juridiques qui s'imposent à eux. Donc, je vais prendre par exemple la réforme des congés payés l'année dernière, qui a imposé aux employeurs de cumuler des congés payés des salariés absents en arrêt maladie. Cette réforme, elle est d'application rétroactive. Donc, le coût pour les employeurs, il est relativement immédiat, puisque toute absence doit donner lieu à cumulation de congés payés. Il est également important lorsque les employeurs ont décidé d'anticiper la rétroactivité de cette loi, dans la mesure où, sur les 3 dernières années, ils ont calculé pour toutes les absences les congés payés acquis pour les salariés. Donc, j'ai discuté avec un client sur ce sujet récemment, dans le secteur industriel, qui m'a indiqué que l'impact financier pour son entreprise, pour son usine, il a été d'environ 1 000 € en moyenne par salarié. Donc c'est assez conséquent. C'est conséquent, d'autant plus que là, en l'occurrence, c'était un secteur industriel sinistré. Ah ouais. Voilà. Je voulais aussi illustrer peut-être mon propos avec un deuxième exemple. Là, en discussion, on a une loi qui a pour objectif de permettre aux salariés de s'absenter afin de donner leur sang. Là encore, dans le domaine industriel, comment va-t-on appliquer ces nouvelles dispositions puisque généralement, les sites industriels ne sont pas juste à côté de centre de don du sang. Par ailleurs, dans le secteur industriel, souvent le travail est organisé en équipe, en 2-8, en 3-8. Donc, comment anticiper ces différentes absences ? Donc voilà, donc c'est autant, selon moi, d'enjeux importants dans ce secteur-là. On voit que les défis sont nombreux. Face à ces défis, quels sont les leviers pour les employeurs du secteur industriel ? Oui, absolument. Alors, les leviers, c'est d'identifier des moyens juridiques, d'être créatif pour trouver des solutions afin de contrecarrer les effets négatifs de ces différentes réformes, tant, je le disais, en termes de coûts que en termes d'impact organisationnel. Si on prend l'exemple des congés payés, l'un des effets, c'est également une augmentation, enfin c'est ce que disent les employeurs, une augmentation de l'absentéisme. Il est assez important déjà dans le secteur industriel, puisqu'on dit qu'il est souvent un tout petit peu au-dessus de la moyenne nationale, qui est d'environ 5%. Dans le secteur industriel, on est plutôt aux alentours de 6%. Donc une solution pour endiguer l'absentéisme, c'est par exemple ce qu'on a fait là récemment dans une entreprise de ce secteur-là, c'est revoir les critères du dispositif d'intéressement et prévoir c'est prévoir, par exemple, d'encourager la baisse de l'absentéisme par des primes d'intéressement qui seraient plus importantes pour les salariés. Reprenant mon deuxième exemple sur le don du sang, pour les employeurs, ce serait également d'anticiper ces absences-là et pourquoi pas d'organiser des dons du sang directement sur site. Voilà. Donc on voit qu'il y a beaucoup de leviers qui sont mobilisables. Il y a aussi peut-être un enjeu, c'est celui des relations collectives. Quelle est la situation actuelle des relations collectives dans le secteur industriel ? Bien sûr. Alors, sur les relations collectives, déjà, ce qu'on peut se dire, c'est que la majorité des entreprises dans le secteur industriel ont une présence syndicale. Ça n'a pas changé. L'autre enjeu, c'est, comme vous le savez certainement, les relations sociales ont été profondément remodelées au cours des dernières réformes ces dernières années. Donc on a, pour donner quelques exemples, en 2013, l'introduction de la BDES, on a eu ensuite les réformes El Khomri avec la refonte totale du dialogue social, puis ensuite encore les ordonnances Macron avec le CSE. Nous, praticiens du droit, ce qu'on
observe, c'est qu'aujourd'hui, les entreprises dans le secteur industriel, elles se sont adaptées. Alors la charge, elle reste quand même très souvent sur les professionnels RH en entreprise. Donc on voit en effet que le contexte réglementaire est très prégnant. On va s'intéresser aux employeurs. Quels sont les principaux points pour eux aujourd'hui ? Oui, l'enjeu dans le cadre des relations collectives, c'est maintenir un dialogue social constructif tout en restant conforme à la législation sociale. Comment on fait alors concrètement ? Donc, comment faire ? Alors, comme je le disais, les réformes juridiques s'empilent. Je vais donner l'exemple de la consultation du CSE. C'est souvent ce genre de questions sur lesquelles nous sommes interrogés. Donc là, si on prend un exemple récent, depuis le début de l'année, certains employeurs ont l'obligation d'informer et consulter le CSE en matière de durabilité. Donc là, pour les employeurs, ça va être quoi ? Déjà de s'interroger, est-ce que cette nouvelle obligation s'applique à notre entreprise ? Oui, non. Ensuite, à quel moment j'intègre cette nouvelle consultation dans le cadre de mes consultations annuelles obligatoires ? Et ensuite, quelles informations je dois donner ? Donc, nous, le conseil qu'on donne aux employeurs, c'est évidemment de rester très alerte et sur ces différentes réformes et les anticiper. Donc la vigilance est de mise. Un autre point qui me semble important, c'est la réforme de l'action de groupe. Concrètement, quelles sont les nouveautés en droit du travail ? Alors, effectivement, la réforme de l'action de groupe en matière sociale, c'est un gros sujet aujourd'hui. Donc, si on fait un tout petit retour en arrière, donc comme vous le savez, l'action de groupe, elle est ouverte déjà depuis 2016. L'Observatoire des actions de groupe dénombre environ une trentaine d'actions de groupe. Donc, il n'y a pas eu un mouvement d'actions de groupe très important depuis la mise en place de l'action de groupe. En matière sociale, jusqu'à présent, elle était limitée aux actions en manquement en matière de discrimination, mais également des manquements en matière de violation des données à caractère personnel. Donc le champ était assez limité. Aujourd'hui, avec cette nouvelle loi du 30 avril 2025, le champ matériel de l'action de groupe, il est considérablement augmenté. Pourquoi ? Puisque désormais, tout le code du travail est ouvert à l'action de groupe. Donc, c'est-à-dire, j'ai illustré mon propos, mettons un employeur qui ne respecterait pas sa convention collective, un employeur qui ne respecterait pas un accord collectif, ou si on reprend notre sujet d'aujourd'hui dans le secteur industriel, un employeur ou une usine qui ne respecterait pas des dispositions essentielles en matière d'hygiène et de sécurité, eh bien, ce type d'action en manquement pourrait tomber dans le champ d'une action de groupe. Ça veut dire des risques de contentieux plus importants. Exactement, des risques de contentieux plus importants. Donc, alors, ce qui est important pour nos auditeurs de comprendre aussi, c'est comment ça marche concrètement avec cette réforme. Donc, déjà, qui peut initier une action de groupe ? Ça va être tout d'abord des organisations syndicales représentatives, mais également peuvent initier l'action de groupe des associations agréées. Voilà. Ensuite, sur quoi va porter l'action de groupe ? Elle va porter sur ça va être une action en manquement, c'est-à-dire que ces organisations syndicales, ces associations vont porter à la connaissance de l'employeur le manquement. Le non-respect d'obligations à sa charge, c'est Exactement. Ça. Et ce qu'il est important de noter, c'est qu'il n'est pas nécessairement obligatoire de démontrer un préjudice pour les salariés. Voilà. Donc, je reviens sur l'objet de l'action de groupe. Donc, c'est faire cesser un manquement, mais le cas échéant, s'il y a préjudice, faire réparer ce préjudice-là. Je commençais à l'annoncer. Il y a donc une phase préalable de mise en demeure qui est très importante. À réception de la mise en demeure, l'employeur il va avoir 1 mois maximum pour accuser réception de cette demande-là. Informer son CSE, ses représentants du personnel en interne, et également les organisations syndicales représentatives. L'objectif de cette première phase, c'est d'essayer de trouver des solutions. Bien sûr. Trouver des solutions. Maintenant, si aucune solution ne peut être trouvée, eh bien, à ce moment-là, 6 mois à compter du lancement de cette action collective, l'action, elle va pouvoir être portée devant le juge judiciaire. Donc, vigilance est de mise, attention à agir promptement. Oui. Et on va conclure du coup sur ces conseils. Voilà, alors peut-être qu'on pourrait rajouter pour conclure, c'est une fois que l'action elle est portée devant le juge judiciaire, juste sur le rôle du juge judiciaire, ça va être de déterminer
quel est le groupe qui est concerné par cette action de groupe, les critères de rattachement des salariés au groupe, les mesures de publicité de l'action de groupe, c'est-à-dire sous quel délai en fait les personnes qui peuvent être rattachables au groupe concerné par le manquement peuvent intégrer ce groupe. Très important, lorsqu'il y a un préjudice, le juge il va également définir les modalités de réparation du préjudice. Il faut savoir que la loi elle prévoit également la possibilité d'une réparation collective. Voilà. J'ai presque terminé. Et les effets de cette action de groupe, ça va être une suspension des délais de prescription. Voilà, jusqu'à ce que la procédure soit terminée et un peu plus. Et également, les personnes qui seraient concernées par un manquement, eh bien, si ce manquement a été réparé dans le cadre de l'action de groupe, ne pourront pas porter d'action individuelle devant le juge. En revanche, si certains manquements n'auraient pas été réparés, dans ce cas-là, ils peuvent le faire à titre individuel. Voilà. On va conclure là-dessus. Merci Clémentine de Guillemont. Je rappelle que vous êtes associée au sein du cabinet Morgan Lévis. Merci beaucoup. Tout de suite, l'émission continue. On va parler seuil de franchise de TVA chez les micro-entrepreneurs.